On a parlé des 170 000 choses, pièces, artefacts qui se trouvent en France. À l'échelle de l'Europe, c'est 500 000. Pour comparaison, il y en a environ 10 000 au Sénégal, 40 000 au Mali, et sans doute environ 50 000 aux États-Unis. Ce que je voulais dire, c'est que aussi il y a ces enjeux d'identifier ces collections. Il y a des enjeux évidemment de restitution qui ont lieu depuis une dizaine d'années, mais c'est un combat très lointain qui existe depuis qu'il y a des spoliations, il y a des demandes de restitution. Ça a été rappelé ce matin en ce qui concerne les luttes contre la traite, les luttes contre les spoliations, c'est pareil. Alors c'est pas l'objet, mais voilà, il y a beaucoup de travaux qui ont documenté ça. Et je vais juste citer, donc dans l'époque récente, dans les années 60, Paulin Joachim Branco de Souza qui disait dans la revue Bingo: il est une bataille qu'il nous faudra vaillamment livrer sur tous les fronts de l'Europe et de l'Amérique, la bataille de la récupération de nos œuvres d'art disséminées à travers le monde et qui ont fait et continuent à faire la fortune des collectionneurs. Donc tout ça pour dire que c'est une chose importante, ancienne, et évidemment le travail central de Matambo sur l'identification et les luttes, les demandes de restitution portées par l'UNESCO. Juste commencer par un point positif et puis après je vais remonter sur comment est-ce qu'on cherche. Ça a été dit ce matin, il y a un projet de loi qui a été voté ce matin au Sénat. Ça doit être voté à l'Assemblée, mais a priori ce serpent de mer devrait arriver à aboutir puisque c'est le troisième volet d'une loi et je pense qu'il y a un consensus pour qu'elle passe. Et dans ce projet de loi, il y a un encadrement qui est plus ancien que prévu, et donc c'est pas seulement le début de la conquête coloniale, c'est 1815-1972. Donc en fait, peuvent être pris en compte aussi un certain nombre de spoliations qui sont préalables ou qui arrivent après les indépendances, ce qui est la moindre des choses. Et je voudrais juste ajouter, mettre un point là-dessus après passer à autre chose, c'est que l'apport du Sénat important, c'est la nécessité qu'il y ait une commission qui soit constituée de scientifiques aussi, pas que des gens qui travaillent dans les musées, qui ont donc des relations d'intérêt avec les collections, et surtout des comités ad hoc qui soient constitués pour parité par des représentants des pays demandeurs. Et donc ça, c'est pas encore gagné, mais je pense que ça fait aussi partie des pays demandeurs d'être vigilants là-dessus parce qu'il y a du point de vue du Sénat une demande là-dessus et aussi une attente de soutien. Alors de quoi on parle là? Pour aller très vite, en fait, je vais me centrer sur ces 500 000 objets, en fait plutôt 600 000 si on compte les collections qui se trouvent en Amérique, États-Unis et Canada, et sans doute plus si on compte les collections qui sont en Russie et qui sont aussi très importantes, mais ce serait un autre sujet. Il y a eu toute une série de manuels, guides, etc. que vous pouvez trouver en ligne, en français, en anglais, en allemand, en néerlandais, sur qu'est-ce qu'il y a dans les collections, comment on peut faire des demandes, etc. Parce que juste pour information, souvent les gens pensent que la législation est la même en France et dans tous les autres pays d'Europe. Dans les autres pays d'Europe, c'est pas uniquement l'État qui décide de la restitution. Donc en Allemagne, un musée peut décider de restituer à un État ou à une communauté en relation avec sa ville. Aux Pays-Bas, c'est différent. En Angleterre, c'est différent. Aux États-Unis, un musée privé peut tout à fait restituer. Donc le fonctionnement de l'État français ne vous apprend rien sur le fonctionnement des autres États. Donc c'est aussi important d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans les collections ailleurs dans le monde, même si on sait bien que les collections, pour ce qui concerne le Nord-Romais, sont importantes en France. Plusieurs, donc je vous ai dit, de nombreux manuels, etc. Je pourrais donner les références, mais également nombreuses plateformes, programmes de recherche, etc. Donc je commence par celui-là qui est Open Restitution Africa, qui est un programme que vous trouvez en ligne avec un certain nombre de séminaires, de toutes sortes d'informations en fait sur des cas d'études. Alors c'est plutôt orienté Afrique de l'Est, mais bon c'est très intéressant aussi de voir comment se font les mobilisations dans d'autres pays. Une plateforme assez extraordinaire parce qu'elle est multiforme et elle a été conçue par les collègues du Nigeria et de l'Allemagne qui s'appelle Digital Benin, où là vous trouverez un recensement exhaustif en fait de tous les biens d'origine nigériane qu'on peut trouver dans à peu près tous les musées du monde. Donc c'est vraiment très intéressant. Il y a aussi tout un travail qui a été fait de témoignages des premiers concernés dans leur langue, donc c'est pas traduit, c'est en Yoruba notamment, et qui permet en fait aux personnes d'avoir des informations sur non seulement les objets, la façon dont ils ont été catégorisés dans les cartels coloniaux, mais aussi la façon dont ils sont définis, catégorisés, et ce qu'on peut en dire
dans sa langue. Donc ça, c'est Digital Benin. Une chose qui nous apparaît vraiment passionnante avec Didier et qui pourrait, je pense, être fait aussi pour le Bénin, c'est un travail qui s'appelle Atlas de l'absence, qui vous pouvez télécharger en ligne en français, en anglais, en allemand, qui est une enquête incroyable sur les biens issus des spoliations au Cameroun par l'Allemagne, qui se trouvent dans tous les musées allemands. Donc avec une répartition dans énormément de musées. Et donc on fait un travail énorme, non seulement les biens camerounais en Allemagne, mais de quel musée, quelle collection, mais aussi quelle provenance précisément du Cameroun. Donc par exemple, vous avez les peuples Douala, et vous voyez que si vous êtes Douala, vous avez un objet à tel endroit, un objet à tel endroit, un objet à tel endroit, etc. Donc ça, un travail de cartographie à l'échelle européenne et à l'échelle allemande plus précisément. Mais là, vous voyez par exemple les biens du Cameroun qui se trouvent dans les musées en Europe. Un autre projet qui ne va pas jusqu'à l'échelle des objets, des items, mais qui va jusqu'à l'échelle des musées, qui concerne notamment le Bénin, c'est le Monde en musée. Donc, pareil, c'est accessible en ligne. Vous tapez le nom du pays qui vous intéresse et ça vous cartographie les musées dans lesquels se trouvent des collections de votre pays. Donc, par exemple, il y a 90 musées français qui contiennent des pièces ivoiriennes, 57 musées des pièces du Sénégal et 60 musées des pièces béninoises. Donc, ça peut être un objet ou 3000 objets. D'accord ? Et après, c'est à chacun d'aller voir. Et ça ne prend qu'une partie des choses spoliées, puisque ensuite, il faut aussi parler des archives, des manuscrits, des restes humains, puisqu'il y a 35 000 restes humains, restes ancestraux, qui se trouvent par exemple dans les collections du musée de l'Homme. Il y a eu des demandes et des restitutions il n'y a pas très longtemps, notamment avec Madagascar. J'essaie de tenir dans les 10 minutes, mais je ne suis pas si sûre que je vais y aller. Cette chose-là, c'est des programmes de recherche auxquels vous pouvez vous référencer. Il existe un programme commun qui a été signé entre la France et le Bénin en 2019, où la France est engagée à fournir le répertoire des pièces béninoises en France. Il se trouve que la France étant l'objet d'une grande instabilité politique ces dernières années, il n'y a pas forcément eu la livraison de ce répertoire, mais il y a quelque chose qui s'appelle la continuité de l'État, et donc une convention signée donc, en 2019 pourrait donner lieu à livraison si elle était réclamée. Voilà. Et donc ça, c'est notamment des éléments, des informations que vous pourrez trouver dans l'ouvrage formidable d'Angela Dang qui s'appelle « La restitution des biens culturels entre la France et le Bénin », où vous trouverez justement l'exemplaire de ce répertoire commun, où il est dit qu'il vise à identifier l'ensemble des pièces et objets culturels d'origine béninoise concernés au sein des institutions muséales et procéder à l'actualisation de la documentation sur les œuvres. Voilà, donc ça, c'est par exemple un outil concret qui permettrait au gouvernement du Bénin d'en savoir plus sur ces objets. Après, c'est aussi aux chercheurs d'aller rentrer dans les détails, puisque souvent les informations, elles sont très lapidaires, parce que les personnes qui ont collecté, et je mets toutes les guillemets, dans des conditions d'extrême violence, mais parfois, même s'ils l'ont acheté au marché, n'avaient pas les informations. Donc de toute façon, on sait souvent l'endroit où ça a été pris. Les conditions, c'est le travail de Didier et les commissaires de cette exposition incroyable, ont montré que ces conditions n'étaient pas du tout celles qui avaient été mises en avant, mais aussi de quoi il s'agit. Et donc là, on a plusieurs solutions. Soit on fait donc des inventaires, donc c'est important de ce que les Béninois sachent qu'il y a comme, dans le monde comme collection, mais il y a aussi il y a des choses qui intéressent le Bénin à faire revenir, ou la Côte d'Ivoire à faire revenir, et il y a des choses qui peuvent être des objets ambassadeurs et qui n'ont pas forcément pour vocation à revenir. C'est ce qu'a fait le Nigeria en demandant la restitution en termes de transfert de propriété, mais pas le retour. C'est-à-dire que les biens appartiennent maintenant au Nigeria, mais qui sont exposés dans des musées, notamment en Allemagne et également en France d'ailleurs. C'est quelque chose de procédure qui n'est pas forcément toujours connue. Donc ensuite, vous rentrez dans les collections et puis vous pouvez, chacun d'entre vous, pour beaucoup de musées, peut regarder qu'est-ce qu'il y a. Alors des fois, c'est mal écrit. Par exemple, vous avez collection Yoruba, c'est écrit OU et pas U. Si on oublie l'accent sur le Sénégal, ça n'apparaît pas. Enfin, voilà, il faut un peu chercher, mais en fait, on arrive rapidement à beaucoup d'objets. Et puis, à partir de là, on peut mener des recherches. Et donc, je vais juste aller un peu plus vite là-dessus, et juste pour vous montrer quelques exemples, parce qu'il a été fait mention notamment des acquisitions du jeune Merlot. Et donc, je vous montre là à gauche, donc c'est celui-là, je pense, un des trônes de Tofa qui se trouve au musée du Quai Branly. Mais il y a plein d'autres choses. On a travaillé notamment sur
ce morceau de tissu donc, bouclier, enfin, qui a été rebaptisé bouclier des Agogies, qui se trouve à Toulouse, et donc il y a dans un atelier extraordinaire, il y a certains des membres qui sont là d'ailleurs aujourd'hui, pour comprendre ce qu'il signifiait. Il y a beaucoup de choses dans les musées, mais il y a aussi beaucoup de gens dans les musées, enfin beaucoup, quelques-uns on va dire, qui considèrent que ces choses-là n'ont pas à être là, voilà. Et qui donc aident et accueillent les étudiants et les conseils et la font accéder aux collections. Alors c'est le cas en Allemagne, c'est le cas aux Pays-Bas, mais c'est aussi le cas dans certains musées en France, et donc qui permettent des travaux, de travailler avec les premiers concernés, donc les personnes d'où viennent les choses, et aussi de pouvoir accéder aux collections. Donc je vais très vite. Je montre un autre objet qui nous a beaucoup marqué quand on était à Toulouse. Il y en a plein d'autres, mais je vais éviter de montrer toujours les objets du Quai Branly, sur lesquels on n'a pas vraiment beaucoup d'informations, sauf qui vient de Porte Novo. Et je pense que pour des gens qui s'intéressent à l'histoire, c'est un pot, c'est comme ça que c'est présenté, hein, extraordinaire, et qui pourrait tout à fait donner lieu à des enquêtes sur ces conditions. Et puis il y a un autre monde dont je ne vais pas parler ici parce qu'il est terrible, c'est le marché de l'art en fait. Et sur ce marché de l'art, aujourd'hui, circulent toutes sortes de biens, et notamment des restes ancestraux, qui sont mis en vente tous les jours, hein, j'ai encore vérifié, il y en a qui sont toujours en vente. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a des protestations, ça marche. Donc Didier, notamment, avait co-initié une pétition qui a permis de bloquer les ventes de restes humains. Donc en fait, c'est aussi un travail d'aller voir sur les sites des marchands en ligne, de repérer ce qui circule et de pouvoir travailler à bloquer. Voilà. Et pour finir, je dirais juste que tous les programmes de recherche sur lesquels on travaille depuis de nombreuses années, c'est aussi, alors ça a été un moment d'étape, le grand colloque qu'on avait organisé en 2022 à Porte Novo, qui a donné lieu à une charte, pareil, que vous retrouverez en ligne, qui est une charte de recherche, comment on travaille avec ce poids-là. Michel Lemay disait c'est atroce d'être européen. En fait, oui, quand on se penche sur cette histoire-là, c'est compliqué. Donc il ne s'agit pas de remettre une pièce dans la machine, en fait, en reproduisant un certain nombre de relations de pouvoir, etc. Donc l'idée, c'était de travailler sur comment on travaille ensemble. Nous, on est mu par un truc qui s'appelle la liberté académique, c'est-à-dire on n'est pas dépendant du pouvoir politique ou du pouvoir financier. Par contre, on travaille différent. Et pour, juste la dernière salle, je te jure, je suis à 13 minutes, juste pour dire, tous les pays ont des raisons différentes, locales, au niveau de l'État, des communautés, de demander des restitutions. Au Sénégal, on organise un bon colloque, l'enjeu c'est la question de la souveraineté, et on retrouve aussi cette question au Niger, au Mali, etc., qui sont des questions qui sont débattues. Dans d'autres pays, c'est plutôt la question des demandes des communautés. Voilà, donc chacun a des raisons différentes et toute légitimité à demander ces restitutions. Il y a quelque chose qui est commun et qui revient depuis toujours, c'est que c'est l'enjeu panafricain, c'est-à-dire qu'il y a des questions aussi qui se posent. C'est des questions qui ont été soulevées à la CEDEAO, mais je voudrais finir là-dessus. C'était lors d'une discussion qu'on a eue avec un entretien avec Olabi Yaye, puisqu'il en était question ce matin, notre cher Olabi, et on publie là un grand interview qui avait eu lieu de lui sur ces questions en 2020, et il disait, on parle d'Afrique globale, comme il a été question ce matin, il y a nous, donc nous les Béninois, il y a la diaspora ancienne, les nouvelles diasporas, il va y avoir des jeunes et peut-être des moins jeunes qui en Afrique comprendront qu'on ne peut résoudre ce problème de restitution des biens pillés que par la panafricanisation.